Dans cette capsule, on va voir la notion de substitution. Donc, on a vu précédemment que pour faire une preuve par résolution, on va avoir besoin de 3 outils. Entre autres, on aura besoin de la substitution. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-là. Je vais commencer par définir quelques termes. Premièrement, la notion de littéral. Alors, un littéral, ça va correspondre à un prédicat ou à la négation d'un prédicat. Donc, le prédicat P1 appliqué à XY ou la négation de P1 XY, tous les deux seraient des littéraux. Ensuite de ça, on va définir la notion de clause. Une clause va correspondre à une disjonction de plusieurs littéraux. Par exemple, si j'avais le littéral P1XY, P2XYZ, P1 ou la négation de P1XZ, eh bien, si je faisais la disjonction de tout ça, ça serait ce qu'on appelle une clause. Donc, maintenant, une substitution, ça va être un ensemble qui peut être vide. Donc, un ensemble de paires de la forme xi égale ti, où ti doit être une variable et ti peut être, de façon plus générale, un terme. Et il va falloir également que dans l'ensemble, tous les xi soient distincts, donc ils correspondent à des variables qui soient différentes. Voici un exemple d'une substitution. L'ensemble de x égale John et de y égale paire de la constante Mary. Donc, on remarque ici qu'à droite, on peut avoir un terme plus compliqué, comme une fonction appliquée à une constante. Ça aurait même pu être une variable ici. On aurait pu avoir une autre variable z à la place de Mary. Ou un terme peut être tout simplement une constante. Et la substitution va correspondre en fait à une opération où on changerait toutes les valeurs de x pour les variables x, on les assignerait au terme qui est à droite ici. Donc, comme je viens de dire, l'application d'une substitution va, qu'on va noter ici θ, à un littéral alpha. Et donc, cette application-là, on va la noter alpha θ. Va correspondre à prendre alpha, puis à remplacer simultanément toutes les occurrences des variables xi par leur terme associé ti dans la substitution. Et on va faire ça pour chacune là, des paires de substitution xi égale ti. Et on va dire que alpha θ, donc ça va être le résultat de l'application de la substitution, va être une instance de alpha pour la substitution θ. Donc, par exemple, si on avait le littéral suivant, PXYFA, et qu'on avait la substitution θ qui dit que Y est remplacé par X et X par B, eh bien, appliquer la substitution θ au littéral alpha correspondrait à prendre, premièrement, X puis le remplacer par B ici. Donc, on obtiendrait cette partie-là ici, puis prendre la variable y et le remplacer par le terme x, y serait remplacé par x. Donc, remarquez que x n'est pas, lui, remplacé tout de suite après par d. On fait un remplacement simultané, donc en parallèle pour chacun des arguments du prédicat. Et finalement, FA, lui, ne change pas puisqu'il n'est pas impliqué dans la substitution. Donc, ça, c'est pour un seul littéral. Maintenant, si on a une clause C, eh bien, appliquer une substitution θ à une clause C, où ma clause C correspond à la disjonction d'un terme alpha 1 jusqu'à alpha n, de littéraux, pardon, alpha 1 jusqu'à alpha n, eh bien, la clause résultante de l'application de θ à C va être la disjonction de chacun des littéraux auxquels on a appliqué la substitution θ. Donc, on aurait alpha 1 θ, ou et ainsi de suite jusqu'à alpha n θ. On peut composer ensemble plusieurs substitutions. Donc, imaginons qu'on a une substitution θ qui implique des variables x, 1 jusqu'à xm, et une substitution sigma qui implique des variables y1 jusqu'à yn. On pourrait vouloir appliquer θ, puis ensuite appliquer sigma. Donc ça va être une composition qu'on va noter θ sigma. Okay. Donc remarquez qu'on rajoute tout le temps, là, après un littéral ou une clause, on rajoute à droite les substitutions qu'on souhaite appliquer dans l'ordre. Maintenant,
la composition θ sigma, en fait, on peut la calculer si on nous donne la formule pour θ, la formule de sigma. On va être en mesure de dériver c'est quoi l'ensemble des substitutions à faire dans θ sigma avec une petite procédure avec les 3 étapes suivantes. Donc, on va voir les 3 étapes et ensuite de ça, on va voir un exemple. Alors, on commence par construire l'ensemble en prenant de θ l'ensemble de ces variables x. Donc, on a x1 ici jusqu'à xm. Et le terme associé, en fait, on va prendre le terme s, puis on va lui appliquer la substitution sigma, qui est la deuxième substitution ici là, de notre composition. Donc, on fait ça pour S1, on applique la substitution sigma, puis SM, on applique la substitution sigma également. Donc, ça va être la première partie de mon ensemble. Puis la deuxième partie, ça va être carrément là, la substitution sigma, que j'ai simplement insérée ici. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toutes les paires YI, TI, sont telles qu'en fait, le YI correspond à une des variables dans la substitution θ, donc un des X là, dans la substitution θ. Et finalement, on va supprimer les identités, c'est-à-dire des paires où S sigma I est devenu exactement XI. Donc, allons voir avec un exemple, là, ce qui est de rendre le tout là, pas mal plus concret. Alors, imaginons qu'on ait la substitution θ qu'on souhaite appliquer, suivie de la substitution sigma, où dans θ, on a x qui est remplacé par f de y, et y qui est remplacé par z. Puis dans sigma, on a x qui est remplacé par la constante a, puis y qui est remplacé par la constante b, ainsi que z remplacé par la variable y. Première étape, on prend sigma, on insère ça dans le nouvel ensemble de substitution, et on applique à ces termes, donc on a le premier terme ici, puis le deuxième terme ici, on va appliquer la substitution sigma. Si on fait ça, on obtient la chose suivante. Donc y est devenu b, tel que spécifié dans sigma, puis x est devenu y. Z est devenu y. Z était substitué par y, donc ici on avait z avant, on est rendu avec y. Puis on a ajouté dans le reste de l'ensemble exactement la substitution sigma. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde parmi les variables impliquées dans la deuxième partie de ma composition, donc les variables de la substitution sigma, lesquelles sont déjà dans la partie qui provient de θ. Dans ce cas-ci, on trouve x qui se retrouve déjà ici, puis on trouve y qui se retrouve déjà ici. Alors, on va simplement les barrer, donc les enlever de notre ensemble. Troisième étape, on identifie quelles sont les paires qui correspondent à une variable affectée ou substituée par elle-même. C'est le cas ici. Alors, on va simplement, encore une fois, l'enlever. Et donc, le résultat, ça va être les paires qui restent, à savoir x est égal à f de b, qu'on a ici, puis z est égal à y, qui est ici. Finalement, quelques propriétés des substitutions. La substitution identité, qu'on note par un epsilon, ça correspond à l'ensemble vide, ça veut dire faire absolument rien. C'est effectivement l'identité, puisque si je prends puis entre autres, oui, une propriété, si je prends une substitution θ, puis que je la compose avec la substitution identité, ben, j'obtiens encore une fois uniquement la substitution originale θ. Okay? Donc, c'est l'équivalent de rien faire. Ensuite, si j'ai un littéral auquel j'applique la substitution sigma et que je veux prendre ça et appliquer, donc l'instance de ça, appliquer la substitution θ, ben c'est l'équivalent en fait de prendre sigma et θ, les composer ensemble, puis finalement prendre le résultat et l'appliquer à mon littéral alpha. Donc ça c'est vrai pour un littéral, mais c'est vrai aussi en général pour une clause. Et finalement, si j'avais 3 substitutions, θ, sigma et gamma, eh bien, composer les 2 premières, puis finalement la troisième, ou composer les 2 dernières,
et finalement prendre le résultat composé avec la première, ça donne exactement la même substitution globale.